Bonjour à toutes et tous. Alors ce matin, je vous retrouve à nouveau pour une interview portrait, on va dire, qui se fait dans cet espace d'échange qu'on a ouvert au sein des éditions Lire au Monde et plus spécifiquement autour de cet album jeunesse qui s'appelle Pas d'étiquette, s'il vous plaît. De mon côté, je me représente en quelques mots, mais je pense qu'au fur et à mesure des interviews, vous allez finir par me connaître. Donc, je suis Valérie Guénac, je suis l'auteure du texte de cet album que j'ai donc co-créé avec Roselyne Doré, qui elle est l'illustratrice. Et puis donc ensemble, nous sommes aussi les cofondatrices de ces éditions Lire au Monde. Voilà. Et ce matin, nous partons avec grande joie à la rencontre d'Isabelle, voilà, qui va justement peut-être se présenter en quelques mots. Donc bonjour Isabelle. Salut Valérie, moi je suis Isabelle Salomon, je suis thérapeute depuis environ 8 ans et j'ai choisi d'accompagner les bébés et leurs familles. Et donc quand on s'est rencontrés et que tu m'as montré ce livre, j'ai eu un coup de cœur pour les deux livres que j'ai vus à vrai dire, mais celui-là en particulier est très très précieux, je trouve, Super. Bon, bah écoute, merci déjà. aux Merci enfants pour ça. que quand on accompagne. Voilà, je vois que ça coupe un petit peu. Donc voilà, je Oui. sais que c'est vraiment pour moi un livre précieux, autant pour discuter avec les enfants dans notre famille. Moi, j'ai 4 enfants de 4 à 15 ans. Donc Mhm. c'est typiquement un petit livre que je peux montrer à mon petit garçon. Et puis quand j'accompagne des parents et des bébés, ça fait aussi partie des thèmes qu'on peut régulièrement explorer. Et Mhm. l'autre partie professionnelle que je peux avoir, c'est aussi quand je travaille avec des personnes en crèche. Et donc, on peut vraiment, autour du livre, avoir des discussions super intéressantes. Donc, je suis super contente d'être là, en vidéo, et d'être avec toi pour partager ce moment-là. Bon, bah écoute, super, plaisir partagé. Et puis effectivement, il y a une toute petite coupure, donc je t'ai interrompu sans le savoir, excuse-moi. Et puis voilà, la leçon a l'air de s'être bien remise, donc on va pouvoir poursuivre fluidement, je pense. Mhm. Merci déjà pour pour cette petite introduction et puis présentation de ce que tu peux faire à la fois de manière familiale et professionnelle. Alors du coup, pour peut-être rentrer un peu plus concrètement dans le vif du sujet, toi, dans ton quotidien, alors peut-être tant d'un point de vue familial que professionnel, en fait, quelle place tu dirais qu'elles ont ces étiquettes? Voilà, comment est-ce que tu les vis et comment est-ce qu'elles se vivent autour de toi au quotidien? Ouais. Alors, ce qui me vient, la première chose, c'est qu'en fait, ça fait 15 ans que je réfléchis sur cette histoire d'étiquette, parce Mhm. que mon aînée a 15 ans, et quand elle était petite, très tôt, je me suis interrogée sur ce qu'on transmettait à nos enfants, sur ce qu'on leur demandait de faire, sur toutes les règles liées à la politesse. Et avec cette règle de politesse, il y a souvent des règles liées justement aux étiquettes qu'on colle. Tu sais, quand un enfant ne dit pas bonjour, il va Mhm. être le timide ou il va être l'enfant mal élevé. Et donc, comme j'avais une petite fille qui était très, très questionnante, très, très jeune, dès 2 ans et demi, elle parlait vraiment fluidement. Et elle remettait en question tout ce que je pensais savoir sur les enfants. Et donc, ça fait une quinzaine d'années, en fait, que je suis très attentive à ces histoires d'étiquettes, de rôles qu'on leur met, mais aussi de rôles que nous, on porte en tant qu'adultes. Et Mhm. puis, comme entre-temps, je me suis formée pour accompagner les familles, c'est un thème que je vois très, très, très souvent. Ce qui, moi, me marque le plus avec les étiquettes, en tout cas, ce qui me questionne le plus, finalement, c'est pas tant les étiquettes qu'on se met les uns aux autres, parce que celles-là, on arrive à les identifier. C'est Mhm. aussi les étiquettes qu'ils se mettent eux-mêmes. Et ça, c'est très, voilà, c'est comme un mystère, tu vois, que j'observe. C'est comme un film en action où à chaque fois, à chaque fois que j'ai eu un enfant, et c'est encore le cas actuellement, j'observe ça. Comment ils s'adoptent par eux-mêmes des étiquettes ou comment ils adoptent celles qu'ils ont entendues à leur égard. Donc voilà, donc tu vois, c'est une double réponse parce que c'est à la fois personnel et professionnel. Mhm. Je pense que, notamment parce que mon accompagnement va vers l'accompagnement des adultes, une des choses qui bloque le plus les adultes aujourd'hui pour se connecter à eux et s'aligner, c'est vraiment les étiquettes qu'ils portent en fait. C'est cette Mhm. définition constante, tu Ouais, vois. d'accord. Et quand tu dis du coup que les étiquettes qui te semblent, voilà, peut-être les plus lourdes, justement, c'est les étiquettes qu'on se colle à soi. Euh, Est-ce que pour toi, il y a forcément un lien, effectivement, entre le fait que ces étiquettes, elles viennent des autres au départ, dans la mesure où, comme tu le dis, on les a entendues, donc on se les est quelque part appropriées. En tout cas, on a pu s'identifier, notamment dans l'enfance, à ces étiquettes.
ou alors pas forcément. Enfin, Ouais. j'avais un petit doute de ça. On y va ensemble parce que le fait que tu poses la question permet de mettre un peu de conscience dessus. Je dirais que dans ce que j'observe, je trouve que donc c'est un mystère en fait. C'est un vrai mystère de comment une étiquette peut naître à l'intérieur si elle n'a pas été entendue à l'extérieur. Mhm. Et actuellement, quand je travaille avec les adultes, je travaille avec des parts qu'on pourrait relier aux enfants intérieurs. Petit Mhm. clin d'œil à la pratique. Ouais. Et ce que je vois, c'est que certaines étiquettes sont créées quand une personne a un âge souvent très jeune, en fait. Ça peut être bébé, ça peut être dans la petite enfance et même après. Quand on est, par exemple, confronté à une situation qu'on ne peut pas gérer quand on est tout petit, quand on se sent trop petit par rapport à l'intensité de ce qu'il y a autour, Mhm. il se peut que les adultes soient complètement inconscients de ce qui se passe pour l'enfant, donc il ne va pas y avoir d'étiquettes qui vont être données à ce moment-là. Mais l'enfant, parce qu'il n'arrive pas à gérer la situation, parce qu'il est trop immature, peut en déduire qu'il est nul, qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il a tort de penser ou de ressentir ce qu'il ressent, juste parce que les adultes autour, à ce moment-là, n'ont pas suffisamment d'espace ou n'ont pas les moyens de percevoir ce qui se passe à l'intérieur de cet enfant-là. Donc je vois que certaines étiquettes ont l'air d'apparaître euh, à partir d'un élan qui a envie de faire, qui a envie de bien faire et qui n'y arrive pas. Et donc il y a pas mal d'étiquettes qui peuvent naître comme ça de l'intérieur. Mais ce que je trouve difficile quand j'accompagne mes enfants en particulier ou quand j'accompagne des enfants, c'est que la question que j'ai, c'est comment nous, adultes, on peut avoir encore plus de conscience pour ce qui se vit à l'intérieur de nos enfants. Mhm. Et ce que je vois, c'est que plus on a de la conscience de comment nous, on fonctionne avec nos enfants intérieurs, plus on va arriver à avoir cette conscience que dans telle ou telle situation, ils sont peut-être en train de vivre quelque chose de similaire. Mais c'est encore très, tu vois, très mystérieux. Une chose est sûre, c'est que quand une croyance interne rencontre une étiquette externe, il y a plus de chances qu'elle se cristallise et qu'elle devienne comme écrite dans le marbre, tu vois, comme si Mhm. ça définissait la personnalité, alors que finalement notre être, notre personnalité est tout le temps en train d'évoluer encore et encore et encore, et il n'y a rien de figé en fait. Mhm. Je ne sais pas si ça t'aide comme C'est élément de très, réponse. si, c'est très intéressant ce que tu partages là. Ouais. Ça, c'est un éclairage vraiment intéressant. Et du coup, est-ce que pour toi, au milieu de toutes ces étiquettes, est-ce qu'en gros, tu les mets toutes dans le même sac? C'est-à-dire, est-ce que, voilà, pour toi, les étiquettes, c'est forcément quelque chose de plutôt lourd, de plutôt laborieux à porter et à traîner dans la vie? Ou alors, est-ce qu'il y a des étiquettes, alors que ce soit celles qui sont posées dès l'enfance ou plus tard, et qu'elles soient posées, j'allais dire, par soi-même ou par le regard des autres, qui peuvent nous permettre justement d'aller vers quelque chose de positif dans notre construction personnelle. Moi, ce que je trouve très intéressant en fait dans cette réflexion sur l'étiquette, c'est que finalement, une étiquette, c'est quand à un moment donné, on va poser un mot sur une situation et c'est une tentative de l'appréhender, de la définir, de la figer un instant pour la comprendre. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une étiquette, qu'elle soit positive ou négative, en soi, elle n'est pas très grave. C'est plus quand elle n'est pas remise en mouvement. Donc en Mhm. fait, tu as des étiquettes qui sont super utiles parce que quand tu arrives à définir que quelqu'un, par exemple, a été méchant avec toi, c'est pas nécessairement la personne qui est méchante, mais en tout cas ce qui a été dit ou ce qui a été fait qui est méchant. Quand tu intègres cette notion de méchant, ça peut te permettre de prendre une décision, de te protéger, de t'en aller de la situation. En tout cas, ça peut te mettre en mouvement. Mais Mhm. l'idéal, c'est qu'une fois que tu as été mis en mouvement, tu t'es peut-être mis en sécurité par rapport à la situation, c'est de relâcher l'étiquette parce que on ne peut pas définir quelqu'un qui vit en fait. La vie, elle est toujours en mouvement. Ouais. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que par exemple, quand tu adoptes une étiquette de j'en sais rien, je suis bonne en maths. C'est quelque chose qui va nourrir pendant quelques temps la confiance en soi. Mais si on s'identifie et qu'on s'accroche à l'étiquette de je suis bonne en maths, on peut à un moment donné arriver à un extrême qui est je ne suis bonne qu'en maths. Et donc je ne Mhm. suis pas bonne en français, en art plastique, en langue et ainsi de suite. Alors que notre être est capable d'apprendre quasiment toutes les compétences. On peut avoir des facilités, mais on n'est pas obligé de se limiter à un domaine qui devient confortable parce qu'on a réussi à mettre une étiquette dessus et à l'appréhender. Donc, ce Mhm. que je trouve très intéressant avec les étiquettes, c'est que c'est une histoire de contenant et de contenu. Et finalement, le travail qu'on a à faire pour nous comme pour nos enfants, c'est de pouvoir effectivement nommer les choses
et relâcher, nommer et relâcher. Donc en soi, le fait qu'il y ait une étiquette, ça peut être complètement utile, Mhm. qu'elle soit positive ou négative, jusqu'au moment où on n'en a plus besoin et qu'il est temps de prendre le contenant un peu plus grand et encore plus grand et encore plus grand. D'accord. Ouais, ça c'est aussi un point de vue effectivement très intéressant. T'as Merci. vu, hein, j'ai eu le temps de réfléchir aux étiquettes quand même. Ouais, non, non, ouais, je pense que ça va être un éclairage important pour les gens qui t'écouteront, effectivement, qui nous écouteront. Ouais, ouais. Ouais. Et du coup, alors toi, de manière professionnelle, par exemple, quand tu accompagnes quelqu'un qui, à un moment, justement, peut-être n'est pas dans ce processus voilà, Du mouvement. d'accepter une étiquette et puis après de la lâcher, comment est-ce que tu l'accompagnes pour que cette personne puisse voilà, évoluer, faire son chemin, justement en lâchant ces étiquettes au fur et à mesure, on va dire, par rapport à ce que tu viens de partager? Ouais, alors tu vois, quand je travaille avec des personnes, c'est toujours une co-création, en fait. Donc, il n'y a pas un seul protocole où je vais dedans et ensuite tout est parfait. Je dirais quand même qu'il y a quelques étapes. C'est-à-dire, quand il y a une étiquette, d'abord, pour moi, c'est de permettre à la dans son corps et dans... Donc, ça fige un petit peu. Voilà, je redis. Donc, c'est sentir dans le corps, en fait, ce que ça fait, tu vois, sur est-ce Mhm. que c'est confortable ou inconfortable. Et une fois qu'ils ont ressenti dans leur corps ce que ça fait, souvent, à partir de là, on peut construire une guérison ensemble. Et souvent, une étiquette, au départ, elle était probablement confortable. Ça permettait de se définir. Et quand on est défini, encore une fois, on peut choisir une attitude. Et puis, il y a un moment donné où ça enferme. Et en général, les sensations dans le corps, c'est des sensations où tu as des écrasements au niveau de la gorge, de la poitrine, peut-être le plexus un peu noué, un peu angoissé. Et une Mhm. fois que les personnes ont ressenti ce que ça leur faisait, on peut aller voir derrière ce que ça fait. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la colère d'avoir reçu une étiquette? Est-ce Mhm. que ça fait peur? Et c'est à partir de ces émotions-là, quand on descend, que la personne va trouver son propre mouvement par rapport à ça. Donc, D'accord. je trouve que c'est un outil vraiment intéressant en fait de s'intéresser à cet aspect étiquette parce que au départ, les personnes n'ont pas conscience qu'elles peuvent en sortir de ce cadre-là, qu'elles ont le droit de le faire, mais que c'est aussi OK qu'il y ait de l'inconfort quand tu sors d'un cadre. Et même un cadre très inconfortable comme tu es nul en dessin, le jour où tu te permets d'accepter d'être nul, mais juste de poser des couleurs sur le papier parce que ça te fait plaisir, souvent il y a quelque chose qui va se libérer et qui va faire que la créativité va revenir. Donc Mhm. je trouve ça intéressant aussi d'accompagner l'inconfort, l'entre-deux, entre le moment où tu es dans une étiquette qui n'était pas très confortable, mais au moins qui te donnait une sorte de justification pour pas avancer dans ta vie, à c'est ok de pas savoir et on va aller expérimenter. Mhm. Souvent, voilà, c'est comme ça que j'accompagne un peu cette libération des étiquettes. D'accord. Et dans ce que j'entends, et d'ailleurs qui résonne beaucoup avec ma pratique à moi, ça passe en fait par effectivement le ressenti physique et puis également une libération émotionnelle. C'est-à-dire que voilà, on transite à travers l'émotion ressentie par la personne Oui, quand elle ressent cette mais étiquette. tu vois, je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que ça peut pas être juste une décision. Oui, bien Quand on sûr. est dans le aujourd'hui, je décide que je suis bonne en dessin, tu peux le faire autant que tu veux. Il y a un moment donné, ça contracte tout ton Mhm. système parce qu'il y a une pensée qui vient dire je veux et il faut. Ouais, Et bien quand sûr. on descend dans le corps et qu'on voit ce qui est vraiment vrai pour cette personne-là, et ben on va se rendre compte que si on a 4 personnes dans un atelier, il y en a peut-être un qui est complètement OK avec le fait de porter l'étiquette, ça lui fait rien de spécial, alors que celui d'à côté est super Mhm. activé et ça se Ouais. traduit toujours par une sensation corporelle ou émotionnelle, ou les deux. Mhm. Et tout est lié, mais on ne peut pas juste décider d'enlever Ouais, une bien sûr. étiquette du jour au lendemain, en fait. Tu vois, il Mhm. faut descendre dans le corps, quoi. Ah ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est très intéressant. Ouais. Et donc, tu travailles, j'imagine, d'une manière similaire que la personne que tu accompagnes, soit enfant, soit adulte. Enfin, comme tu dis, voilà, c'est unique à chaque fois, mais voilà, le, le processus que tu viens de décrire reste globalement le même. Enfin, en tout cas, En fait, c'est le processus qui a ma préférence parce que c'est le processus qui permet le plus d'être autonome pour les personnes et que Mhm.
pour aussi qu'une fois qu'elles sont hors séance, elles puissent retrouver ce chemin à l'intérieur. Mais Mhm. quand je travaille avec des tout petits, que ce soit des bébés, des bambins ou même des un peu plus grands, j'utilise assez fréquemment de la kinésiologie, une kinésiologie très spécifique qui s'appelle la parole au bébé. Parce que ça permet souvent d'aller voir, notamment quand les bébés ou les bambins ne s'expriment pas très bien, ça permet d'aller voir quel est l'événement qui a cristallisé cette croyance ou cette pensée qu'on peut avoir à notre égard. Et ce D'accord. qui est assez magique dans ces processus, c'est que du coup, les parents eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont des pensées qui viennent parfois des livres qu'ils ont lus, des vidéos qu'ils ont entendues sur leur enfant, que leur enfant est bien, que leur enfant est bohème, que leur enfant est sage ou que leur enfant est insupportable. Et finalement, c'est encore des choses qui ont été figées quelque part. Dans un livre, c'est figé. Et Ouais. donc, quand on ouvre cet espace d'expérimentation et qu'on se dit, on ne sait pas, mais le corps de la personne va nous indiquer ce qui se passe, et ben, on rouvre aussi cette curiosité-là. Donc, pour moi, c'est vraiment une histoire de doser la curiosité et d'en sortir. Mais ma Mhm. préférence, c'est quand même de montrer plutôt aux personnes leur ressenti directement dans leur corps. D'accord. Ouais. Tu vois, pour favoriser l'autonomie. Parce que la kinésiologie, même si maintenant il y a des approches qui permettent d'apprendre à le faire chez soi, c'est quand même souvent quelque chose qui a besoin d'un outil, donc un petit peu extérieur. Dans certains cas, c'est une chance parce que ça permet d'avoir de la neutralité, mais dans d'autres cas, quand on est tout seul avec ses émotions ou ses étiquettes, on peut se sentir démuni si on ne retrouve pas le chemin à l'intérieur. Donc Mhm. voilà, quand c'est possible, je mets les personnes à l'écoute de leur corps, et puis quand ça ne l'est pas, j'ai quand même d'autres outils qui permettent ça. D'accord. Et du coup, quand tu accompagnes un enfant, est-ce que tu proposes quasiment automatiquement, j'allais dire, un accompagnement parallèle du parent, voilà, ou pas forcément? Comment est-ce que ça se passe, ça, pour toi, dans ta pratique? En fait, quand j'accompagne un enfant, même un enfant plus grand, je demande aux parents d'être présents et dans l'idéal aux deux parents. Parce D'accord. que quand l'enfant a quelque chose à dire, c'est bien que dans le couple, les deux l'entendent. Parce qu'ils n'ont pas la même histoire. Et Mhm. ils n'ont pas le même point de vue sur l'éducation en réalité. Tu peux avoir des personnes qui ont des points de vue assez autoritaires et c'est difficile pour eux de voir qu'un enfant est toujours en mouvement. Et puis tu as des personnes qui, au contraire, ont assez peu d'autorité à l'intérieur. C'est très flou pour eux. Mais du coup, ils ont besoin aussi d'entendre que certains enfants demandent à être sécurisés par des guides, des lignes directrices, en fait. Mhm. Donc les deux sont présents. Et D'accord. souvent, même si je suis là pour l'enfant, souvent ça va réveiller des choses chez eux. Après, c'est leur élan à eux de voir s'ils veulent le travailler avec moi ou pas. Mais Mhm. ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des pratiques qui nourrissent complètement l'accompagnement d'un enfant. Quand on s'intéresse à la communication non violente, quand on s'intéresse aux approches Faber et Maslich, Gordon, Filiosa, les approches de Catherine Humtey-Kremer, les approches qu'il y a également aux États-Unis avec tout ce qui est le parenting positif, les approches Montessori, les approches Pickler, enfin bref, on pourrait toutes les nommer parce qu'elles sont toutes très contribuantes pour accompagner les enfants. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on sait maintenant, ce qu'on ne disait pas il y a quelques années, c'est que pour pouvoir donner plus d'espace à un enfant, il faut avoir plus d'espace à l'intérieur de nous. Et Mhm. donc, il ne s'agit pas juste d'apprendre une compétence ou un courant de pensée, il s'agit vraiment d'aller voir ce qui s'est passé pour nous, qui fait qu'à certains moments, on peut avoir des réactions complètement disproportionnées face à nos enfants, ou on peut avoir des réactions qui ne sont pas dramatiques, mais qui sont inconscientes. Comme par exemple dans le livre, quand tu mets, voilà, cet enfant ne veut pas dire bonjour, et on a tendance à dire non, mais il est timide, alors qu'il est peut-être réservé ou qu'il a peut-être juste besoin d'un temps, mais en réalité, il adore rencontrer des personnes. Donc, ces petits moments de manque de conscience ou ces petits moments de, de non-présence à soi, je dis pas ça pour juger parce qu'on le fait tous, hein. Moi, toi, je pense qu'on a tous cette histoire où ça arrive, des moments où on fait ça. C'est juste que à ces endroits-là, pour pouvoir aller les voir, on a besoin d'aller à l'intérieur. Et donc, ça suppose un travail sur soi, pas parce qu'on est fou ou parce qu'on est bizarre, mais parce que quand on va s'autoriser cet espace pour nous, on va en autoriser davantage pour nos enfants. C'est un enjeu en fait. C'est que plus on a de l'espace pour accueillir avec cette bienveillance à laquelle on aspire tous en réalité, hein, Mhm. euh, plus on se donne cet espace pour découvrir de la bienveillance à l'intérieur et à l'extérieur, plus eux, ils intègrent des outils et de la bienveillance pour l'extérieur. Et puis, j'ai quand même aussi envie de préciser que parfois on fait ce travail
Parfois, on est des experts dans Faber et Masich, la CNV ou tout ce que tu veux. Et puis, on peut être très surpris parce que nos enfants ont quand même de la violence. Ils ont quand même l'envie de prendre une arme, une épée, de jouer, de taper fort, ou de la curiosité un peu cruelle pour un animal. Et en fait, ça fait partie aussi du champ de l'expérience. Et la différence, c'est que quand on accompagne ces moments-là, on va être au courant que l'enfant est en train d'expérimenter quelque chose et qu'il ne le fait pas parce qu'il est méchant ou parce qu'il est bête ou parce qu'il est cruel. Il le fait parce qu'à ce moment-là, il a une curiosité de ce qui se passe, mais qu'en posant des mots, on peut accompagner ce moment sans qu'il y ait d'étiquette qui s'attache à son front, en fait. Mhm. Mais voilà, ça suppose d'être allé voir nos violences intérieures pour pouvoir accueillir ça. Ouais. Ah, super, merci beaucoup. Ouais, c'est très beau ce que tu partages, je trouve. Merci. Ouais, très beau et très précieux. Mm. Mm. Ouais. Alors écoute, bah, pour finir peut-être, je vais peut-être te demander deux choses, voilà, en parallèle. Ouais. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que parfois tu utilises du coup cet album, pas d'étiquette s'il vous plaît, que ce soit d'un point de vue familial dans le cadre voilà, de tes séances. Donc, bah, si tu pouvais peut-être donner, je sais pas, un ou deux exemples ou une page qui a particulièrement résonné à un moment, voilà, pour toi. Que ce soit dans un cadre familial ou professionnel. Et puis, bah, je te glisse la dernière question en même temps. Si tu avais un dernier message, voilà, potentiellement assez court, je sais pas, une phrase, quelques phrases, à laisser aux gens sur ce thème des étiquettes, vraiment le message pour toi primordial, lequel serait-il? Voilà. Oui. Je vais commencer par l'anecdote, parce qu'il y en a une qui vraiment est là depuis tout à l'heure. Je me dis, il faut que je lui raconte ce que c'est. Mon petit garçon qui a 4 ans, quand je lui ai montré le livre, il a regardé toutes les pages et à la fin, il m'a dit, et pourquoi ils enlèvent leur étiquette? Tu vois, il avait beaucoup Il comprenait pas trop, en fait, pourquoi il y avait, à un moment donné, on jette les étiquettes et pourquoi c'est joyeux, il comprenait pas. Et à ce moment-là, j'avais pas spécialement envie de tout lui expliquer en long, en large et en travers. J'avais juste envie de le laisser vivre ce moment-là où il se demande pourquoi. Mais il se trouve que mon petit garçon, donc, qui s'appelle Beltane, depuis qu'il est tout petit, chaque fois qu'on a un petit mot affectueux, genre mon chat, mon lapin, ou mon petit bonhomme, ou n'importe quel terme qui peut venir, et ben à chaque fois, il nous regarde et dit non, moi, c'est Beltane. Et c'est très important pour lui. Il n'aime pas du tout pour le coup, qu'on l'étiquette. Mhm. Et, mais depuis qu'il sait parler, c'est très net. C'est-à-dire que si jamais tu mets un petit nom d'animaux, il va dire oh, on n'est pas des animaux, maman. Ou alors, si tu mets non, mais toi, t'es Beltane l'aventurier. Non, moi, je suis Beltane. Et il veut pas que tu mettes d'étiquette, qu'elle soit positive ou négative. Donc, c'est super intéressant de voir que pour lui, il y a une évidence par rapport à ça. Et en Mhm. même temps, il regarde le livre avec les étiquettes, il y a une incompréhension de bah, pourquoi il l'enlève. Mhm. Donc, voilà, ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, j'ai eu l'occasion d'animer des conférences, tu vois, de parentalité, de choses comme ça, et de montrer le livre. Et à chaque fois, les personnes étaient très, très, très posées, surprises. Et j'ai presque eu l'impression que c'était vraiment un livre qui s'adressait aux adultes. Parce Mhm. que finalement, nos enfants n'ont pas conscience des étiquettes, sauf quand ils grandissent ou que ça commence à être trop serré pour eux. Mais les adultes, à chaque fois, me disaient ah ouais, c'est super important, vous avez raison, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, vraiment important. Et quand j'ai essayé de remplir le petit questionnaire pour dire quelle était ma page préférée, moi j'aime beaucoup celui de l'enfant généreuse. Parce que d'abord, je trouve que les expressions qui ont été dessinées par ta dessinatrice et amie et collègue, j'imagine, vous devez avoir une super relation, donc Roselyne, euh, je trouve que les visages qu'elle a créés, les expressions sont vraiment très en lien avec l'étiquette et je trouve que c'est une performance artistique très forte. Et je l'ai remontré la dernière fois et les personnes me disaient c'est dingue, ils ont vraiment la tête de l'étiquette. Donc déjà, je trouvais ça très intéressant sur ce langage corporel Mhm. et les expressions qu'elle a réussi à rendre. Et cette image de l'enfant généreuse, moi, elle me marque parce qu'elle me fait penser à ma sœur, qui est très, très généreuse et qui est très aussi, pour le coup, identifiée à ça. Et dans certains cas, et la plupart des cas, c'est devenu je suis généreuse pour les autres avant de l'être pour moi. Donc Mhm. c'est quelque chose qui émotionnellement me touche particulièrement. Et pour les personnes qui l'ont vu quand je l'ai montré, elles étaient touchées à différents niveaux en fait. Tu en avais pour lesquelles c'était l'enfant trop sage, tu avais pour lesquels c'était l'enfant timide.
Et à chaque fois, ça réveillait quelque chose et une discussion. Donc je trouve que c'est un livre qui mériterait un thème tout entier avec parents et enfants. Et je peux imaginer que les enfants, ils regarderaient ailleurs en dessinant ou en discutant entre eux pendant que les parents seraient particulièrement touchés à ce moment-là, en fait. Mhm. Voilà pour les anecdotes. Et pour ce que j'aimerais dire aux personnes qui sont là, qui écoutent et qui s'intéressent à cette question des étiquettes, c'est juste de leur demander de juste de revenir de temps en temps à elles et de vérifier si quelque chose est figé, comme un arrêt sur image, ou si elles peuvent aller regarder au-delà et avoir cette curiosité de voir ce qui se passe au-delà de la zone étiquette, que ce soit pour leur enfant ou que ce soit pour elles. Et que si jamais elles ont vu qu'un de leurs enfants avait un rôle ou une étiquette, juste j'aimerais leur donner cette assurance que oui, ça peut prendre du temps d'enlever une étiquette pour un enfant qui se sent nul, par exemple, parce qu'il a trop entendu. Ça peut prendre quelques mois, mais chaque fois que ses parents ont de la ressource pour montrer à leur enfant qu'il est autre chose que nul, petit à petit, ça s'ajoute. Et à un moment donné, c'est comme un tableau pointilliste, tu vois. Tu fais de ton mieux en disant, je suis nul comme parent, je vais jamais y arriver. Mon enfant, hier, j'ai passé toute une soirée à lui donner de l'empathie, à faire un truc super en tête à tête, comme ils ont dit dans les livres. Et le lendemain, il se réveille en disant, je suis trop nul. Donc, tu vois, souvent, tu as l'impression que tu craches, que tu es un parent qui vient de faire un atterrissage catastrophique. Et en fait, moi, juste leur rappeler que c'est un travail pointilliste, en fait. C'est que c'est point par point, qu'à un moment donné, quand tu te recules, tu vois l'image apparaître et tu te rends compte que tu as vraiment contribué à ce que ton enfant, il ait une étiquette un jour, mais il en est sorti et il avance avec ça. Donc voilà, de pas perdre ce point de vue-là, que finalement, c'est une histoire de mouvement et que si on accepte de remettre les choses en mouvement, ça va s'ouvrir encore davantage pour eux et pour nous, en fait. Voilà le Merci. message. Merci à toi de ce Ouais, temps. non, merci beaucoup Isabelle, c'est ouais, vraiment très très intéressant. Et puis je te remercie aussi d'avoir comment dire d'avoir parlé du travail et du talent de Roselyne pour les illustrations parce Ouais. qu'effectivement moi aussi quand j'ai reçu les illustrations qui est toujours un moment fort dans la vie d'un auteur et dans une collaboration vraiment ce ressenti voilà je l'ai partagé donc j'en profite pour dire un grand merci à Roselyne pour tout ce travail ouais, ouais, qui, Moi, c'est au point où, tu vois, quand je tombe sur le livre, j'ai vraiment envie d'y revenir encore et encore. Parce qu'avant d'être thérapeute, j'avais fait des études de dessin, de design. mmh. Et j'ai pas ce talent-là. Et je suis vraiment en admiration devant ce qu'elle a su faire, quoi. Donc, Mmh. Moi j'honore. aussi, moi aussi. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Et puis, bah, écoutez, alors comme je dis toujours à la fin de ces interviews, si vous avez des questions à adresser directement à Isabelle, eh bien, vous pourrez voilà, commenter les différents endroits où on va poster cette interview pour qu'elle puisse vous répondre. Je pense que tu le feras avec joie, Isabelle. Et puis, alors, ouais, tu m'entends toujours. Et puis bah, du coup, Ouais, je te souhaite, écoute, une très belle journée. Voilà, merci encore pour ce merci. partage. Et À puis, toi aussi. et puis, on vous souhaite une très belle journée à tous aussi. Voilà. À bientôt, Isabelle. Au Au revoir. revoir.